Après la conférence aussi élégante de Monsieur de Villepin, je vais donc prendre la parole. Je le remercie d'être venu d'aussi loin. C'était une conférence absolument merveilleuse, presque musicale. Je pense que tout le monde dans la salle a été séduit par ce discours. Et me voilà donc à prendre la suite. Je suis très heureux de pouvoir prendre part à ce symposium qui a un sujet très stimulant. Mais moi-même, je n'ai rien à voir avec l'éducation plurilingue. D'ailleurs, j'ai du mal à parler l'anglais. Je ne parle même pas le français. Et je suis en fait plutôt un exemple typique de tous les défauts de la formation en langue étrangère. Au Japon, je m'intéresse essentiellement à des questions sociologiques, économiques et politiques, et je suis donc parfaitement profane, parfaitement béotien en matière d'enseignement des langues. L'organisateur m'a dit: «Ne t'inquiète pas, tu parles exactement de ce que tu veux, tu n'as pas besoin de nous parler de l'enseignement des langues étrangères». Et je vais donc vous parler de thèmes qui me tiennent à cœur, de la situation mondiale et de la place de notre pays. Mesdames et messieurs, le temps dont je dispose est compté. Je voudrais donc parler essentiellement de 3 thèmes. Commençons par parler de la situation de notre monde. Pour dire les choses en un mot comme en mille, nous sommes dans une situation grave de chaos. Le monde s'oriente vers une situation tout à fait dramatique de chaos. Depuis l'attaque contre l'Irak en 2003, le monde est dans une situation de plus en plus désordonnée. Nous nous souvenons bien sûr du discours de Dominique de Villepin à l'ONU. C'est un discours qui reste tout à fait présent dans notre esprit. En tout cas, les États-Unis ont en quelque sorte complètement perdu le sens de l'orientation. Et en 92 a été publié en France un ouvrage de Pierre Lelouch, dont je me souviens, Le Nouveau Monde, de l'ordre de Yalta au désordre des nationalités. En japonais, il a été traduit sous le titre Le désordre du Nouveau Monde. Dans ce livre, Pierre Lelouch parle du monde à venir. Est-ce que ce sera un nouvel ordre mondial centré sur les États-Unis? Est-ce que ce sera le retour à l'année 1919, c'est-à-dire à la fin de la Première Guerre mondiale, ou est-ce que l'on sera dans une situation de chaos à peine contenu, à peine contrôlé? Ce nouvel ordre mondial, c'est bien sûr le concept proposé par le père de l'actuel président Bush. Or, comme Lelouch l'a bien dit, aujourd'hui, nous sommes dans une situation de désordre mondial. Les États-Unis, en matière de politique étrangère, ont des notions d'une stabilité fondée sur leur hégémonie, l'idée qu'il y a un seul pôle, un grand pays qui est là pour maintenir l'ordre à travers le monde. Avec les attentats du 11 septembre, cette façon de voir les choses est devenue de plus en plus présente, de plus en plus centrale dans la réflexion américaine. Mais les États-Unis ne peuvent pas gérer le monde entier. Certes, la puissance alimentaire américaine est extrême. Elle représente la somme des puissances militaires des pays se classant du 12e au 15e dans le classement. Mais comme le dit Emmanuel Todd, la force militaire américaine est trop forte pour défendre les États-Unis, pour défendre un seul pays, mais elle est trop faible pour gérer le monde entier. Et ainsi, l'attaque
contre l'Irak s'est soldé par une petite action militaire théâtrale. Et cet échec en Irak a déclenché des réactions de guérilla, une opposition entre les deux grands courants religieux, et aujourd'hui on peut s'interroger sur la légitimité de cette guerre. Si l'on compare le débat aux États-Unis tel qu'il était avant la guerre en Irak et le débat américain aujourd'hui, on voit que les choses ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, pensons par exemple à Eikenberry ou Francis Fukuyama ou Armitage, sont des gens qui ont des positions très différentes et pourtant, tous les trois, ils reconnaissent que les États-Unis ont fait fausse route, que c'était un échec que d'attaquer l'Irak et que les États-Unis ont énormément perdu en matière de crédit, de confiance internationale. Il s'agit pour les États-Unis maintenant de regagner le terrain perdu, de reconstruire ses relations avec les autres pays, mais en même temps, ces trois critiques américains pensent tout de même à un ordre mondial centré sur l'Amérique. Mesdames et messieurs, je pense que cet échec américain en Irak nous montre deux points qui sont d'une importance essentielle. D'abord, le contrôle unipolaire des États-Unis s'est effondré. Nous avons vu en fait une structure multipolaire se mettre en place avec la Russie, avec la Chine, avec l'Union européenne. Vous avez également l'Inde qui s'est rajoutée à ce groupe. Vous avez aussi les pays musulmans qui sont devenus des pays fortement anti-américains. C'est donc une situation extrêmement dangereuse. Et quand on regarde la situation aujourd'hui à travers notre monde, c'est plutôt la situation géopolitique sur le continent de l'Eurasie qui va déterminer l'ordre mondial du XXIe siècle, en particulier la place de la Russie et de la Chine dans notre monde. Or, le problème, c'est que après l'effondrement de cette hégémonie américaine, est-ce que on a véritablement besoin d'une structure multipolaire? Aujourd'hui, nous sommes dans une situation tout à fait instable, tout à fait chaotique. Le chaos au Moyen-Orient produit le désordre, la confusion sur le marché du pétrole. Il y a également une concurrence hégémonique entre les grandes puissances pour s'assurer de ressources naturelles. En fait, on a même le sentiment d'un retour à l'époque de l'impérialisme à la fin du XIXe siècle. En particulier, il y a cette concurrence pour les ressources naturelles entre l'Amérique, la Russie et la Chine. Il s'agit d'un jeu à somme zéro et c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner dans les règles du commerce international, des échanges internationaux libéralisés, règles que défendent pourtant les États-Unis. Vous avez en fait une structure multipolaire où s'opposent plusieurs hégémonies politiques et il faudrait plutôt réfléchir à un pluralisme respectant la diversité régionale et culturelle. Il faut donc bien faire la différence entre le multipolarisme et le pluralisme. Et il faudrait donner toute sa place à la diversité des cultures et à la diversité régionale. Mesdames et messieurs, j'aborderai maintenant un deuxième point, un point qui m'intéresse particulièrement. Cet échec américain en Irak nous a conduit à douter de l'universalité, de la liberté et de la démocratie
que l'Amérique met en avant. Cette universalité a été remise en cause. On n'a pas découvert d'armes de destruction massive en Irak. Et maintenant, les États-Unis disent qu'ils ont attaqué l'Irak pour le démocratiser, pour démocratiser aussi le Moyen-Orient. Or, face à cette idée d'une démocratie universelle, d'une liberté universelle, la situation chaotique en Irak a beaucoup secoué cette idée universelle. Les États-Unis sont une société multiculturelle. En même temps, l'Amérique défend la liberté et la démocratie. C'est une république fondée sur des idéaux. Or, ces deux valeurs ne sont pas forcément compatibles. Parfois, il peut y avoir opposition, confrontation, collision entre le multiculturalisme et la liberté et la démocratie. Je crois que c'est ce que nous montrent les attentats du 11 septembre. Al-Qaïda est bien sûr un groupe tout à fait particulier, mais derrière Al-Qaïda, vous avez beaucoup de groupes intégristes qui soutiennent Al-Qaïda. Je ne suis pas d'accord avec le choc des civilisations dont parle Huntington. Je ne partage pas ces théories, mais en même temps, les idées fondamentales des sociétés musulmanes et les idéaux américains de liberté, de démocratie, de séparation de l'Église et de l'État sont des démarches qui ont beaucoup de mal à converger. Dans l'islam, on ne fait pas la différence entre vie profane et vie religieuse. Alors que dans les idéaux occidentaux, l'on part du principe de l'universalité de la démocratie et de la liberté. Comment concilier les deux? Cela me paraît extrêmement difficile. Ainsi, du point de vue du multiculturalisme, est-ce que l'on peut accepter les valeurs de l'islamisme? Est-ce qu'on peut les intégrer à ce cadre de la liberté et de la démocratie? En Amérique, il y a eu des tendances libérales qui existent depuis les années 60, le mouvement pour les droits civils, et il me semble donc que cette opposition, que cette confrontation avec l'islam est un thème extrêmement grave. Le problème n'est pas seulement un problème américain, on peut trouver la même situation en Europe. Nous connaissons bien, ou du moins au Japon, on en a beaucoup parlé, de l'affaire du foulard islamiste. En 89, en France, une collégienne est venue à l'école avec un foulard et il y a un principe de laïcité et une loi en 93 ou en 94 a été adoptée pour interdire tous les signes ostentatoires de religion dans les espaces publics. Mais on peut dire que la question n'a pas été véritablement réglée par ce texte de loi. En 2005, pensons maintenant à l'affaire des caricatures de Mahomet dans le journal danois. Il y a eu des réactions extrêmement violentes des musulmans. Il y a eu des attaques contre des ambassades du Danemark. Cette affaire a provoqué au total plus de 150 morts. Et en France, le journal qui avait publié ces caricatures a été accusé devant les tribunaux par des islamistes. Finalement, le tribunal a rendu un verdict en faveur de la liberté d'expression. Mais en même temps,
les gens sont devenus prudents, ils n'osent plus parler de choses en rapport avec l'islam. Il y a eu par exemple la suspension de représentation d'Idoménée de Mozart en Allemagne. Et juste après cela, au centre de bande dessinée de l'Iran, il y a eu une exposition internationale de bande dessinée. Et là, un journal danois a voulu prendre des caricatures se moquant des Juifs et de l'Holocauste. Vu les protestations des lecteurs, le journal a renoncé à le faire. Ce genre d'affaires nous montre comment il y a confrontation entre la liberté d'expression occidentale d'une part et les valeurs islamiques. Et pour la partie musulmane, le sentiment qui prévaut, c'est qu'il y a un principe de géométrie variable qui s'applique, les Occidentaux défendant la liberté d'expression quand ça les arrange. Deuxième point que je voudrais aborder, un point qui s'inscrit dans une perspective de plus long terme. Je voudrais parler de la mondialisation, du globalisme. Le globalisme, la mondialisation, ça veut dire beaucoup de choses, mais aujourd'hui, c'est surtout l'économie de marché. En particulier, il y a une avancée du mondialisme axé sur la finance et les technologies de l'information et de la communication. C'est donc la source à la fois d'instabilité en matière d'emploi, c'est également la source d'inégalité économique, c'est en même temps la source d'uniformité dans les cultures. Vous avez également de grandes villes qui se créent dans les pays en voie de développement et les jeunes à travers le monde, les jeunes urbains partagent une même culture, une culture qui est normalisée, qui est standardisée. À l'origine, ce sont des investissements à long terme qui permettent la croissance économique. Aujourd'hui, avec la mondialisation, il y a un nouveau concept. Ce sont des investissements instantanés qui font bouger l'économie. Il n'y a donc pas une croissance spontanée de l'économie dans des sociétés extrêmement diverses. On se trouve dans une société, dans un monde uniformisé, sous la pression du marché, sous la pression des bénéfices et des intérêts. Et si l'on repense au thème de la langue, eh bien, nous avons cette langue commune des affaires, l'anglais qui a un avantage presque écrasant sur le marché mondial. Mesdames et messieurs, en même temps, la mondialisation, c'est aussi l'occasion de prendre conscience des particularités de chaque pays, des identités originales de chaque région. C'est vrai que l'information circule de façon instantanée, que les médias nous permettent de connaître des informations du monde entier qui autrefois nous étaient inaccessibles. La mondialisation, c'est donc en fait un espace sans cesse élargi de l'information, un espace élargi du déplacement, mais en même temps un monde qui se fait de plus en plus petit. Et c'est important pour connaître la diversité du monde. En même temps, il y a un autre aspect, une autre facette que je voudrais souligner, car il me semble que se trouve ici un piège considérable. Les médias globaux nous permettent de connaître le monde trop facilement. Nous avons le sentiment que nous connaissons le monde comme cela, en 2 coups de cuillère à peau. Nous connaissons en fait un monde virtuel qui a été construit par les médias, et en plus ce monde virtuel est fait d'informations
qui sont coupés-collés de façon arbitraire. C'est ces découpages qui construisent pourtant notre image du monde. Comme McLuhan l'a dit, ce village global, ce n'est pas un village que nous connaissons vraiment de bout en bout, c'est plutôt quelque chose d'impalpable, comme une sorte de mirage. C'est vrai pour les images. Nous voyons par exemple la famine en Afrique, le réchauffement de la terre, l'écart entre les régions côtières et les régions intérieures de la Chine. Nous connaissons la révolution des technologies de l'information en Inde, les gratte-ciel à Dubaï, mais ce sont des informations que nous connaissons et rien d'autre. Cela ne veut pas dire que nous connaissons la Chine, que nous comprenons l'Inde ou que nous comprenons Dubaï, mais nous avons le sentiment que nous connaissons quelque chose et ce sentiment, en fait, nous empêche de connaître la situation réelle. Autrefois, avant la guerre, les Japonais avaient ce rêve d'aller à l'étranger. Ils ne pouvaient pas le faire. En particulier, les intellectuels japonais rêvaient d'aller en France. Ils lisaient des cartes, ils lisaient des guides et ils avaient, puisqu'ils ne pouvaient pas aller en France, toutes sortes d'idées sur la France. Leur imagination était nourrie par l'impossibilité du voyage. J'aimerais tellement aller en France, mais la France est si loin, disait un poète, Hagiwara Sakutaro. Avec le développement de l'information, avec le développement des médias, nous pouvons avoir tout de suite des informations sur le monde sous une forme matérielle et en fait, cela nous prive de notre imagination, cela nous prive aussi de la vie qui existe, du pouvoir de vie qui existe dans la poésie. On ne peut pas imaginer que quelqu'un compose des poèmes face à son ordinateur. Mesdames et messieurs, j'aimerais maintenant me pencher sur un autre aspect de la mondialisation. Chaque pays aujourd'hui a pris conscience de sa culture, de son histoire, à cause même de la mondialisation. Depuis les années 90, avec la fin de la guerre froide, il y a d'un côté une vague de mondialisation et en même temps, à travers dans toute la planète, une prise de conscience, un regain d'intérêt pour les identités. Il y a des cultures de plus en plus uniformes, il y a hybridation des cultures et les gens ont le sentiment d'être déracinés, d'avoir perdu leur pays natal. C'est donc une réaction tout à fait normale qu'ils ont en se repenchant sur leur identité. Ces déracinés s'intéressent donc à l'identité nationale, à l'identité locale, à leur histoire, à leur culture. Après la guerre froide, qui était un jeu d'idéologie, on se trouve maintenant dans des jeux de richesse, autour de la richesse économique et puis des jeux d'identité. Dans le monde des années 90, eh bien, on voit aujourd'hui au Japon des gens qui s'intéressent de plus en plus à l'histoire de notre pays, à sa culture. C'est donc un effet paradoxal de la mondialisation. Troisième point que je souhaiterais maintenant aborder, celui des langues et des cultures, bien que, comme je vous l'ai dit, je ne suis nullement spécialiste de l'enseignement des langues. Mesdames et messieurs, cela va sans dire, les langues ne sont pas un simple vecteur de transmission. La langue, c'est la culture même d'un pays, d'une région. C'est quelque chose qui reflète l'histoire, l'esprit, les valeurs d'un pays. Connaître des langues différentes, c'est connaître l'histoire
et la culture de pays divers, de pays variés. C'est connaître des valeurs qui sont incluses dans l'histoire de ce pays. Mais c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre. Moi-même, je suis spécialiste de sociologie. La sociologie au Japon, dans la période de l'après-guerre, a pratiquement dépendu de ce qui se faisait aux États-Unis. On peut dire que la sociologie au Japon, après la guerre, était une discipline d'importation. Bien sûr, quand on pense à la situation de notre pays après-guerre, c'était en partie inévitable, mais c'était aussi le fruit de la politique culturelle menée par les États-Unis. Dans le prolongement de l'occupation du Japon, le gouvernement américain a voulu démocratiser le Japon. Il y a eu le programme Gario, un programme américain qui a invité des chercheurs, des étudiants, des fonctionnaires, des journalistes à séjourner en Amérique pour y faire des études et des recherches. Il y a eu également des systèmes de bourses privées comme la fondation Fulbright et ainsi la sociologie au Japon, la science politique, la science économique dans notre pays ont été fortement influencés par les pratiques américaines. Mais les sociologues japonais ne se sont pas rendus compte. Pourquoi? Eh bien, l'économie le montre bien. L'économie en Amérique est décrite dans des manuels. On a l'impression que c'est une description normalisée qui est faite et on a l'impression d'avoir affaire à des vérités neutres et abstraites. Or, en fait, en Amérique, l'idée de l'économie repose sur la libre concurrence du marché, sur l'individualisme. C'est donc une valeur proprement américaine. Il n'est pas nécessaire de citer Michel Foucault ici. Une société se perçoit d'une certaine façon et même si on invoque la science, on ne peut pas prétendre à une vérité universelle. Il y a toujours des valeurs propres à une époque, à une société, qui viennent se glisser dans un discours que l'on prétend scientifique. Je crois que nous devons en être conscients. Il faut comprendre le contexte d'un pays qui est derrière la langue, derrière les mots, mais c'est quelque chose qui est difficile à faire. Quand on parle de liberté et d'égalité, les Occidentaux pensent à une liberté devant Dieu et devant la loi. C'est ce que m'a dit une fois un Américain. Vous avez donc ce Dieu ou cette loi qui transcende tout. C'est quelque chose de très difficile à comprendre pour les Japonais. Ainsi, la liberté et l'égalité telles qu'elles sont comprises par les Japonais sont certainement très différentes en termes de nuances avec la liberté et l'égalité occidentale. C'est vrai pour la République, c'est vrai pour la société civile. Je crois qu'il est important de bien comprendre le contexte de la culture occidentale dans laquelle ces mots ont vu le jour. Comprendre les mots, comprendre les langues, c'est quelque chose qui permet de comprendre la culture de l'autre, c'est quelque chose aussi qui permet de mal comprendre cette culture, de susciter des malentendus et des distances. On prend un mot, on prend un concept et on le place dans un autre contexte. On a le sentiment d'avoir tout compris, mais en fait, il y a des erreurs qui sont commises et pour la sociologie que nous pratiquons, c'est quelque chose qui est grave. Les Japonais autrefois étaient très sensibles à ces nuances. Pensez aux intellectuels de l'époque de Meiji. Ils voulaient introduire la philosophie, la pensée occidentale et ils
se sont beaucoup creusé la tête pour traduire les mots occidentaux. Le mot société, society, anglais, nous le traduisons par shakai en japonais aujourd'hui, sans y réfléchir, mais à l'époque, ce mot n'existait pas. Dans la langue de Meiji, il n'y avait pas de mot shakai qui correspondait au terme anglais de society dans la langue japonaise de l'époque. Et ainsi, ces intellectuels de l'époque Meiji, par exemple Nakamura Masanao, traducteur de l'époque, a, suivant le contexte, traduit différemment le mot de société. Il a parlé de cercle de fréquentation, il a parlé de congénères, il a parlé de gouvernement, il a parlé d'entreprise. En fonction du contexte, il a changé la traduction de ce mot unique, society en anglais. Et nous n'avons plus cette capacité à réagir aux mots comme les traducteurs de l'époque Meiji. Nous avons l'impression que si nous disons shakai pour le mot society, la communication se fait sans problème. Or, je crois que c'est un problème grave, car ce n'est pas le cas. Le mot de shakai ne correspond pas forcément au mot de society. Nous n'avons plus, en fait, la possibilité de connaître le contexte historique de la culture de l'autre. Il y a en fait une sorte de discommunication qu'il faut percevoir. Je crois que si on prend conscience de la discommunication, eh bien, on est à même de connaître, de comprendre la culture de l'autre. Mesdames et messieurs, j'en arrive à ma conclusion. Il est très important pour connaître la culture de l'autre, de connaître sa langue. L'enseignement multilingue est important et en même temps connaître la langue et la culture de l'autre, c'est aussi pour nous l'occasion de mieux connaître notre propre culture, de mieux connaître nos propres valeurs. Les échanges avec autrui nous permettent de comprendre ce que nous sommes. En même temps, nous pouvons montrer à autrui ce que nous sommes. Aujourd'hui, le Japon a jusqu'à maintenant importé à tour de bras, mais il a toujours beaucoup hésité à se montrer tel qu'il était à l'extérieur. Il n'a pas eu le désir de se présenter à autrui tel qu'il est véritablement. Et ainsi, aujourd'hui, malheureusement, au Japon, notre langue se fait de plus en plus pauvre, la langue est de plus en plus faible, elle perd son pouvoir. Regardez la langue des hommes politiques, la langue que parlent les fonctionnaires, regardez ces mots prononcés par les speakers et les journalistes à la télévision. C'est vrai aussi pour les chercheurs et les spécialistes. Malheureusement, ces mots pleins de force, ces mots riches en nombre et en lumière aujourd'hui, eh bien, ils sont de plus en plus rares. On les entend de moins en moins dans notre société japonaise. Monsieur Ogura l'a dit au début, les hommes politiques japonais, les fonctionnaires de notre pays, seraient-ils capables de s'exprimer comme vient de le faire Dominique de Villepin? Je ne le crois pas, mais nous ne pouvons pas accuser les hommes politiques car c'est notre problème à nous. Aujourd'hui, dans un espace public, nous employons des formules toutes faites, des clichés, des termes spécialisés qui nous gênent un peu aux entournures. Nous avons également des expressions irrationnelles, des façons menaçantes d'interroger les autres, des façons brutales de mettre en cause la responsabilité d'autrui. Et si l'indigence d'une langue, c'est l'indigence d'une culture, eh bien, nous devons être pessimistes, car les mots dans notre pays ont perdu leur force. En japonais, il y a un
terme qui dit Kotodama, qui veut dire l'âme des mots. Cela veut dire que les mots sont vivants, qu'ils ont leur propre souffle vital. En même temps, les mots sont transmis du passé, ils nous viennent du passé et nous vivons dans cette langue qui nous a été transmise du passé. On peut dire que la langue, c'est là où se trouve notre existence. Nous vivons dans les mots, nous nous servons des mots, mais en même temps, les mots se servent de nous. Et ces mots qui nous ont été transmis du passé, nous devons nous considérer responsables d'eux, nous devons assumer nos responsabilités face à la langue. Si l'enseignement multilingue peut nous permettre de sortir de l'enfermement du Japon, s'il peut nous permettre d'en finir avec la pauvreté de notre langue, c'est ce que je souhaite vivement. Si c'est cela, eh bien, l'enseignement multilingue, c'est quelque chose qui mérite notre intérêt au plus haut point. Mesdames et messieurs, si l'enseignement multilingue réveille notre perception du langage, eh bien, je voudrais dire qu'il y a beaucoup de possibilités dans l'enseignement multilingue et que je vote pour l'enseignement multilingue. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.